3, 2, 1... Salut l'équipe, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et là, lundi, justement, on a fait un live qui était plutôt cool, je trouve. Il parlait de mes Asti Conclusions, comme disent les Américains, mes conclusions hâtives, et tout ça, je vous l'explique juste après. En gros, aujourd'hui, on va voir quelles sont mes déductions précipitées, et surtout, on va essayer de voir si elles peuvent se poursuivre dans le temps. Alors, on ne perd pas plus de temps, et c'est parti pour mes conclusions hâtives sur ce début de saison 2022-2023 en NBA. Aujourd'hui, on va faire un concept que je vais faire pour la première fois sur cette chaîne, et après avoir évoqué mes unpopular opinions la semaine dernière, moi j'ai eu envie de parler de mes conclusions hâtives sur le début de la saison. Donc ça, on connaît bien, c'est un concept américain à la base, ils aiment bien ça, eux ils appellent ça les Asti Conclusions, et les copains de Trash Talk l'ont plusieurs fois fait et plusieurs fois repris ces dernières saisons à travers ce qu'ils appelaient eux en français, la traduction, les conclusions hâtives. Et j'avoue, moi ça m'a fait envie, plusieurs personnes m'en ont parlé en plus dans les commentaires, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, et j'ai voulu refaire ça à ma sauce, en live avec vous, en vous en parlant de mes conclusions hâtives sur le début de la saison, et en vous demandant à chaque fois votre avis, pour savoir si ces constats, selon vous, vont se prolonger dans le temps, ou vont pas du tout se prolonger, et ce sera juste une conclusion précipitée. Parce que oui, on le sait, en NBA, la vérité du début de saison, c'est souvent, enfin, elle est souvent différente de celle de la fin. Du coup, moi ici, je vais vous parler de 6 constats qui m'ont marqué sur ces 2 premières semaines, et qui, je pense, ont au moins une petite chance, voire même une grosse chance selon certains, enfin, pour certains constats, de perdurer dans le temps. Donc tout ça, je vais argumenter, je vais vous les présenter. Bien sûr, j'aurais pu parler des difficultés des Lakers, ou encore du mauvais début de saison des Sixers, même si ça va un peu mieux, ou même du Heat, qui pour l'instant galère encore. J'aurais pu parler pareil, des Clippers sans Kawhi qui galèrent, mais peut-être qu'on parlera de Kawhi, mais en tout cas pas des Clippers. J'aurais pu aussi parler du super début de saison des Blazers, mais tous ces cas, en fait, je les ai déjà pas mal abordés dans des vidéos récentes, et j'ai décidé justement volontairement de pas les aborder. Non seulement, c'est pas forcément les situations qui, à mon sens, vont durer le plus longtemps, même si certaines j'y crois plus que d'autres, mais j'ai préféré quand même prendre 6 autres conclusions différentes, histoire de varier un peu les sujets que j'aborde sur cette chaîne. Ça me semble essentiel de pas parler tout le temps de la même chose. Donc ces six conclusions, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elles peuvent perdurer, qu'elles ont au moins une petite cote, elles concernent 5 joueurs et une équipe, et ça, on va en parler dès maintenant. On commence donc par le Point God, qui au vu de ce début de saison semble commencer à être rincé, même si c'est assez violent comme mot, c'est l'impression que ça donne. Donc ouais, moi je trouve que ça me fait bizarre de dire ça de Chris Paul, parce que c'est vrai qu'il a connu des difficultés au deuxième tour la saison dernière, mais son premier tour a été très bon, il a réalisé des perfs, notamment en termes d'adresse qui étaient historiques, et ça c'était que il y a quelques mois. Donc dire qu'il est rincé, c'est sûrement un petit peu précipité. De plus, on s'en rappelle, il y a seulement un an, on parlait de lui encore comme potentiellement le meilleur meneur organisateur de la ligue. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est comment les choses peuvent aller aussi vite concernant le meneur de jeu, et de quel droit je peux affirmer qu'il est rincé, lui que je classais encore dans le top 12 de mon classement NBA des joueurs en 2022. Je sais que ça a fait débat, mais pour moi, ce top 12, il le méritait. Pourtant, aujourd'hui, je pense qu'il est même plus un top 25, et ça discute même, je pense, pour savoir s'il est encore un top 30. Et pour justifier ça, déjà, moi j'ai envie de parler de l'aspect statistique, parce que forcément, ça rentre en compte. Et même si le meneur tourne encore à 10 passes par match, ce qui est énorme à 37 ans, mais maintenant, en parallèle, il peine à atteindre les 10 points de moyenne par rencontre. Là, c'est la première fois de sa carrière qu'il score si peu, et de loin en plus, il score bien moins que lors de sa saison rookie par exemple, et même si c'est vrai, on apprécie que ce soit un joueur qui puisse très bien réguler le jeu, qui puisse très bien distribuer, mais c'est impossible en tout cas à mon sens, pour un joueur de sa trempe, si on estime qu'il est encore très bon, d'être aussi discret au scoring. Être dans le top 30 de la ligue quand tu marques moins de 10 points, pour moi, il y a un truc qui cloche en tout cas. Et donc je pense que là, il faut s'en rendre compte. Il a un QI basket et une vision de jeu qui reste élite, ça j'ai pas trop de doute là-dessus, mais par contre, en contrepartie, il a plus vraiment la même vitesse et le même dynamisme qu'à l'époque. Et ça c'est normal, à 37 ans, personne n'est éternel. Mais ça, ce qui est clair, c'est que ça le met en difficulté pour accéder à ses spots préférentiels, et même à faire la différence sur son vis-à-vis, pour par exemple accéder à ses fameux mid-range par exemple. Son adresse depuis le début de la saison est juste catastrophique, et ça, à mon avis, c'est en grande partie dû au fait qu'il n'arrive plus à prendre un seul shoot, ou presque, qui est non contesté. Et ça complique la tâche à Chris Paul, il peut plus vraiment accéder à la raquette aussi facilement que ce qu'il le faisait avant. Donc maintenant, je pense que, quand même, je vais pas non plus être trop fataliste, je pense qu'il peut toujours être un joueur qui fait la différence de temps en temps, sur certains matchs, mais à mon avis,
ce sera beaucoup plus difficile pour lui de faire la différence sur une saison entière ou sur une série de playoffs complète. Parce que c'est très bien de créer pour les autres, mais si les Suns veulent atteindre leurs ambitions, qui sont hautes forcément, je pense qu'ils rêvent toujours de titres, et au moins en tout cas faire partie du gratin de la ligue, ils ont besoin d'une vraie deuxième option au scoring derrière Devin Booker. Et ça, non seulement Michael Bridges n'arrive pas vraiment encore à s'imposer dans ce rôle, je sais pas s'il est capable d'être un très grand attaquant, même s'il a fait de vrais progrès dans le domaine, s'il atteint son plafond de ce niveau-là, dans ce domaine-là, ou si c'est encore trop tôt, mais moi ce que je retiens surtout, c'est que Chris Paul, ça, être une vraie deuxième option, il semble de moins en moins capable de le faire. Et donc je me pose même une question un petit peu tremblement de terre, est-ce que les Suns, cette saison, ne pourraient pas carrément le transférer, Chris Paul? Donc je sais, c'est très précipité, mais la question mérite d'être creusée, je pense. Parce qu'on a un joueur qui touche encore plus de 30 millions par an, et ça jusqu'en 2025, ça peut être long quand même, si c'est vraiment un joueur qui est en régression, et c'est peut-être finalement le meilleur moment d'essayer d'en tirer la meilleure contrepartie possible, avant que sa cote ne chute vitesse grand V, vraiment, et peut-être que cette rumeur, elle sera sur le tapis d'ici février. Il faudra suivre ça de près. Maintenant, attention, Chris Paul, je tiens quand même à lui donner le respect qu'il mérite, sa carrière est immense, il est toujours l'un des meilleurs organisateurs de la ligue, ça je l'ai dit tout à l'heure, et peut-être qu'il comprend mieux le jeu que personne d'autre en NBA. Il peut encore faire du bien à beaucoup de teams, j'en suis sûr, notamment à des contenders. Juste, ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est qu'il suffira plus pour porter une team à lui seul vers le haut. Alors Chris Paul est encore un bon joueur, oui je pense, même peut-être un très bon joueur, un super playmaker, mais est-ce qu'il est encore un top 30 player, ou au moins un top 25 player qui peut s'afficher comme un franchise player, comme un go-to guy? Ça, j'ai de plus en plus de doutes. Et en tout cas, aujourd'hui, au vu de son saison, je pense que non. Et voilà. Et c'est dommage parce que les Suns ont potentiellement besoin de davantage d'impact offensif. Et quoi qu'il en soit, il y a encore un an, il y avait débat pour savoir qui était le leader des Suns. Aujourd'hui, moi, je trouve que ces discussions, elles n'existent plus. Désormais, c'est clair, l'équipe appartient à Devin Booker. Et même si c'est très précipité de dire ça, c'est le but aujourd'hui. C'est vrai que par le passé, Chris Paul nous a déjà surpris, notamment avec son passage à OKC. Mais désormais, je le vois pas vraiment faire un revival comme il l'a déjà fait il y a quelques temps. Donc oui, clairement, à mon avis, il y a une vraie chance pour que, et c'est triste quand même, mais pour que plus jamais on ne voit Chris Paul comme un top 25 player en NBA. C'est ma première conclusion hâtive au vu de ce début de saison. Donc si on fait le bilan pour Chris Paul, vous êtes optimiste en fait, beaucoup plus que moi concernant Chris Paul. Je lis même dans le chat, selon certains, qu'il est encore largement top 3 meneur. Ça pour moi je peux pas vous rejoindre, ou en tout cas il l'a pas montré tout. Enfin en tout cas c'est clair qu'il l'a pas montré sur ce début de saison. Maintenant évidemment on va pas se faire une vérité sur le début de la saison, et peut-être que potentiellement il peut atteindre une place de, allez je dirais top 5 meneur d'ici la fin de la saison. Quoi qu'il en soit, vous êtes quand même 59% à penser qu'en fin de saison on dira qu'il est un top 25 player. Donc vous êtes quand même nombreux à penser qu'il va réagir, à penser que c'est une conclusion hâtive et précipitée. En même temps, c'est le jeu aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous pensent qu'effectivement, il n'a pas besoin de scorer pour briller. Je peux vous rejoindre dans la mesure où il est toujours très bon dans l'organisation et fait toujours beaucoup de bien aux Suns. Mais je pense que les Suns ont besoin, si c'est pas Chris Paul qui score plus, ils ont besoin de quelqu'un d'autre. Pour l'instant, ce quelqu'un d'autre, ils ne l'ont pas trouvé. Et comme je le disais, tant qu'ils ne l'ont pas, c'est le scoring de Chris Paul qui manque. Donc on verra ce que ça dit. J'espère pour lui, parce que c'est un joueur que je respecte énormément, qui me fera mentir, et que effectivement cette conclusion était fausse et précipitée. On fera le bilan en fin de saison. En tout cas, 41% seulement pensent qu'il ne sera plus un top 25 player à la fin de la saison. Donc vous êtes plutôt optimiste concernant Chris Paul. Allez, conclusion numéro 2, on va parler d'un rookie maintenant, Paolo Banchero, qui réalise un début de saison assez exceptionnel, carrément sur les chapeaux de roue même, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que certains, moi le premier, doutaient quand le Magic la pique en number 1, mais aujourd'hui, plus personne semble vraiment avoir de doute, semble avoir d'interrogation, et clairement, les attentes étaient importantes sur ses épaules en étant first pick, et c'était un gamin qui avait une grosse pression pour réussir directement. Et ben cette pression, moi je trouve que Paolo Banchero, il la met dans ses pneus, et elle semble le porter aisément vers les sommets, en tout cas pour le moment. De toute façon, là encore, les stats ne mentent pas. Quand on voit qu'il tourne autour de 23 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne sur ce début de la saison, c'est juste archi lourd. En plus de ça, il pose tout un tas de contres, il défend mieux que ce que j'imaginais, même s'il a encore des progrès à faire dans le secteur. Et surtout, moi ce que j'apprécie, c'est son attitude, parce que sur le parquet, je trouve qu'il se comporte vraiment comme un leader. Il a des facilités pour scorer qui sont vraiment immenses, elles sont vraiment naturelles, ça se sent qu'il force pas et qu'il a ça dans le sang. Il a une adresse de loin et même une adresse globale qui sont plutôt rassurantes, même si c'est loin d'être fou, c'est quand même mieux que ce que j'imaginais. J'aime comment aussi il peut aller chercher des fautes pour aller chercher des points faciles sur la ligne. Tout ça c'est signe de vraie maturité et ça montre qu'il sait ce qu'il fait. Même au niveau NBA, il arrive à scorer assez facilement et de façon intelligente. Et déjà, moi je trouve qu'il s'affiche comme le candidat no-brainer pour le rookie de l'année. Bien sûr, c'est encore tôt pour parler de ça, mais à ce jour, en tout cas sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est difficile d'imaginer quelqu'un prendre ce trophée à Paolo Banchero en fin de campagne. Donc je sais pas si vous vous rendez compte,
Mais là, on parle déjà de lui comme un potentiel All-Star dans quelques mois. Hein. Je parle pas du All-Star Game dans 2-3 ans. Je parle de ce All-Star Game-là. Il y a certains analystes qui l'évoquent, ça. Donc là, à mes yeux, ça va peut-être un peu loin. Il y a peut-être un petit peu trop d'enflammade. Surtout en sachant que depuis Blake Griffin, il n'y a aucun rookie qui a eu de sélection pour le All-Star Game. Et Blake Griffin, c'était un petit peu particulier, sa situation, vu qu'il n'avait pas joué l'année après sa draft et qu'il était considéré rookie un an plus tard, vu qu'il avait pu se préparer aussi et s'adapter au jeu NBA. Mais peu importe, pour reparler de Banchero All-Star, ce qui est sûr, c'est que le bilan du Magic est vraiment pas faramineux jusque-là, bien au contraire, et tout ça, ça pourrait quand même le pénaliser, à mon avis, dans l'idée de choper une première étoile. S'il faisait ses stats dans une équipe qui gagnait, là, j'y croirais un peu plus. Pour l'instant, moi, je crois que c'est quand même précipité. Mais moi, je vais pas aller jusque-là, je vais pas dire qu'il va être All-Star directement, mais je veux faire quelques comparatifs, et déjà, ce qu'on voit, c'est que, historiquement, l'Italo-américain, parce que oui, il a la double nationalité, Banchero, et ben, il se place plutôt bien. En fait, il a déjà dépassé. Alors là, sur le match de dimanche soir, c'est la première fois qu'il est passé en dessous des 20 points, mais si on fait le bilan quand même, il a dépassé les 20 points sur ses 6 premiers matchs. Et ça lui permet de rejoindre un cercle très 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 fermé de rookies qui ont réalisé la même chose, qui est seulement composé de Will Chamberlain, Oscar Robertson, Elvin Hayes, Dominic Wilkins et Grant Hill. Déjà, ça montre la violence de son impact, hein, quand on voit dans l'histoire le très faible nombre de rookies qui ont fait ça. Il est également le premier rookie depuis Dominic Wilkins à avoir dépassé les 120 points, 35 rebonds et 15 passes sur ses 5 premiers matchs. Donc tout ça montre qu'en plus de ça, c'est pas juste un scoreur, c'est un mec ultra complet qui bat ou en tout cas qui atteint des barres et des marques qui n'ont pas été faites depuis des décennies, et ça montre en tout cas le début de saison complètement zinzin qu'il est en train de réaliser. On a une équipe du Magic qui cherchait une jeune superstar autour de laquelle construire, et a priori, notre cher Paolo Banchero semble être fait de ce bois-là. En tout cas, il a tout dans ses pneus pour devenir une future superstar, et je trouve qu'il répond exactement aux attentes, et même plus, je pense qu'il fait encore plus que ce qu'on attendait de lui. Donc ouais, à Orlando, il est celui par qui tout passe en tout cas, et si l'enflammade est réelle, elle est aussi méritée à mon sens. Ajoutons qu'en plus, il fait le buzz, hein, et ça joue en sa faveur grâce à ses gros dunks, et déjà on se rend compte qu'il peut avoir un espèce de futur de chouchou des fans, du côté du Magic bien sûr, mais même dans toute la NBA et dans toute la sphère basket aux États-Unis. C'est un phénomène athlétique vraiment qui est super gifté, mais en plus de ça, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est pas juste un mec qui va scorer et qui fait ça bêtement dans une équipe qui tank. Non, c'est un mec quand même qui joue de la bonne façon, qui réfléchit, qui force pas trop, et moi j'aime beaucoup ça. C'est aussi un mec qui joue avec son cœur, avec beaucoup d'envie et d'énergie, et ça l'aide au moins à faire le minimum en défense, même si c'est loin d'être un crack de ce côté-là du terrain. Et en plus de ça, pour aller encore plus loin, moi je me dis que plus on va avancer dans la saison, plus il va polir son jeu, et limite ça fait déjà flipper pour ses adversaires, quoi. Maintenant, attention, je veux pas non plus trop m'enflammer en parlant déjà de lui comme un des meilleurs rookies all-time, parce que c'est bien trop tôt pour évaluer la suite de sa carrière, mais quand on voit que les derniers rookies de l'année sont Scottie Barnes et LaMelo Ball, c'est ceux qui ont suivi Ja Morant, je pense que Banchero, il est un cran au-dessus de ces deux-là, et que oui, il peut potentiellement s'affirmer à terme comme le meilleur joueur drafté depuis 2019, cette fameuse QV où on a vu Ja Morant et Zion Williamson. Donc bien sûr, je vais pas non plus m'enflammer plus que ça, mais déjà, si c'est le meilleur joueur depuis Ja Morant et Zion Williamson, ça promet un futur assez radieux, je trouve, pour Paolo Banchero du côté d'Orlando. Alors pour Paolo Banchero, vous pensez à 80%, donc là vous êtes très nombreux à penser que cette conclusion va perdurer dans le temps, en tout cas que ce constat va se maintenir d'ici la fin de saison, donc 80% à penser qu'en fin de saison, on pourra considérer comme Banchero comme le meilleur rookie depuis Ja Morant. Et franchement, c'est vrai qu'il en prend le chemin. Alors je pense, en tout cas je l'ai lu dans le chat, que les 20% restants pensent que Bénédicte Mathurin est au-dessus de Banchero. Là-dessus, je suis pas d'accord. C'est vrai que moi, Mathurin, par contre, je veux vraiment lui donner du respect parce qu'il me surprend beaucoup. En tout cas, c'est le rookie qui me surprend le plus. Pour l'instant, c'est le plus beau style de la draft, je trouve, hein, ce Bénédicte Mathurin. Vraiment excellent. Par contre, moi, la différence que je trouve, c'est que Banchero a déjà une équipe à lui. Il est déjà franchise player, quand Mathurin, lui, est plus dans un rôle de 6e homme. Un super 6e homme, certes, mais pour l'instant, c'est pas les mêmes responsabilités. Et pour l'instant, en tout cas, moi, j'attends de Mathurin qu'il puisse montrer qu'il puisse avoir une équipe à lui. Ce que Banchero, lui, est déjà en train de montrer. Voilà pourquoi je le mets un cran au-dessus que Bénédicte Mathurin. Donc j'avoue qu'il peut y avoir un petit débat, mais pas pour moi en tout cas. En tout cas, sur le début de saison, le Rookie of the Year, c'est clairement pour Paolo Banchero. Maintenant, bien sûr, hein, il va falloir voir ce qui se passe sur la suite de la saison. Je suis pas sûr que les Pacers et le Magic puissent avoir beaucoup de wins d'ici la fin de la saison, même si Indiana commence mieux. Donc let's go, wait and see. En tout cas, pour l'instant, cette conclusion, vous y croyez fort, vu qu'encore, je le répète, 80% pour Banchero. On verra comment ça se situe dans le classement des prédictions, en tout cas des constats, à la fin de ce live.
Donc pour ma troisième conclusion hâtive, petite exception maintenant, pour aujourd'hui, parce que c'est la seule fois que je vais pas parler d'un joueur, mais plutôt d'une équipe, ça va parler des New York Knicks. Et en NBA, sachez qu'il existe une stat qui est un peu méconnue, en tout cas on n'en parle pas souvent, et on l'utilise peu, elle est différente du pace, elle correspond au temps moyen en attaque qu'une équipe prend pour shooter sur l'horloge des 24. Et ça, si vous connaissez un petit peu Tom Thibodeau, le coach des Knicks, et son basket lent, qui est complètement axé sur la défense, vous savez que attaquer vite, c'est pas du tout sa spécialité. Aucune des équipes qu'il a coachées dans sa carrière, même avec un Derrick Rose qui était en prime, je me suis amusé à chercher, s'est jamais retrouvé dans la première moitié de la ligue dans ce domaine. Et à New York, depuis qu'il est arrivé, en tout cas, il n'a pas changé ses habitudes. Les Knicks, ils ont fini dernier pour cette stat en 2021 et 27e en 2022. Donc ça montre à quel point, avec lui en tout cas, les équipes ne jouent pas vite. De toute façon, est-ce qu'il y a des reproches à faire pour ça? Non, parce que c'est vraiment la philosophie Thibodeau. C'est un mec qui fait grinder ses joueurs, il leur dit de prendre le temps pour essayer de trouver le meilleur shoot possible, et ouais, c'est sa façon de jouer. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En tout cas, l'année dernière, ça a montré ses limites. Pourtant, et c'est là que moi je trouve qu'il y a une vraie différence, sur ce début de saison, les Knicks dans la ligue représentent la 9e team qui prend ses shoots le plus vite dans la possession. Jamais Thibodeau a coaché une équipe qui shootait aussi vite. Et ils ont gagné près de 2 secondes sur leur shoot par possession, et c'est assez énorme pour cette stat, c'est assez huge, hein. On se rend pas compte, 2 secondes comme ça paraît minime, mais si tu fais ça sur chaque possession, mais ça te donne plus de possession, parce que résultat, les Knicks, cette saison en tout cas, sur ce début de saison, ils jouent plus de 100 possessions offensives par match, donc 4 de plus que lors des 2 saisons précédentes, et ça leur permet de mettre plus de points. La preuve, une nouvelle fois, elle est encore là au niveau des stats. En ce moment, à New York, on score quasi 120 points, pardon, pas 20, mais 120 points par rencontre, contre 106 et 107 les 2 saisons précédentes avec Tibbs. Donc la progression, elle est réelle et elle est folle. Donc est-ce que ça, c'est juste un truc de début de saison qui va pas durer, ou est-ce que c'est quelque chose où il y a vraiment eu des changements? Et pour évaluer ça, il faut voir qu'est-ce qui a provoqué un tel tremblement de terre dans le jeu de l'Knicks. Est-ce que c'est Thibodeau qui a changé ses méthodes? Je dirais que oui, un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est plus ouvert à l'idée de s'adapter à son effectif. En tout cas, plus que ce qu'il ne l'a jamais fait. Là, il se rend compte que plutôt que d'imposer forcément ta philosophie, quels que soient les joueurs que tu es, à toi aussi, et c'est ce qui fait les bons coachs, de t'adapter à tes joueurs. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a l'arrivée de Jalen Brunson, qui est meneur maintenant dans ce roster, qui peut jouer vite et plutôt proprement aussi, qui a changé énormément de choses. Mais surtout, plus que Brunson, moi je trouve que c'est quand je vois la seconde unit sur le terrain, que je me rends compte qu'à New York, il y a vraiment des éléments pour aller vite. En fait, on a des gars comme Immanuel Quickley, comme Obi Toppin, et avec ces 2 mecs qui prennent des rebonds et qui sprintent, les Knicks peuvent vraiment briller en transition. Et ça, depuis le début de la saison, ils s'en privent pas. Après une balle perdue, après un shoot manqué et un rebond défensif, ça fuse vraiment à New York, et ça offre des points faciles, ce qui change complètement leur jeu, je trouve, par rapport aux 2 saisons précédentes. Et c'est une force que les Knicks présentaient absolument pas ces derniers temps. Donc c'est pas vraiment un hasard de se rendre compte que justement, plus Tibbs fait jouer les jeunes, et plus ça va vite à New York. Enfin, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, c'est un vrai constat. Des jeunes qui vont vite, tu leur donnes du temps de jeu, tu marques plus de points, tu shootes plus vite dans la possession, et t'as une meilleure attaque. Et je trouve en plus de ça, parce que là c'est facile de résumer seulement ça au jeu en transition, je trouve que ce changement se remarque même au-delà de ça. Parce que même sur demi-terrain, on voit moins de dribbles, on voit plus d'agressivité vers le cercle, et ça se remarque. Thibodeau, il demande à ses joueurs une prise de décision plus rapide, un jeu plus collectif qui est construit autour de Jalen Brunson et par Jalen Brunson. Et désormais, ça aussi je suis allé chercher des stats, on voit que les joueurs se font beaucoup plus de passes entre eux. Ils en font plus de 18 par match que l'année précédente, par exemple, jusque-là. Et ça, c'est énorme, hein, 18 passes de plus sur une rencontre complète. Ils étaient 20e dans le domaine la saison passée. Pour l'instant, cette saison, ils sont 7e. Donc, encore une fois, un vrai step-up. Dans le jeu des Knicks, dans leur attaque, on voit moins d'ISO, moins de hero ball, une vraie volonté de partager, et surtout, de plus grande facilité à trouver un shoot ouvert plus tôt dans la possession. Et a priori, en tout cas, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison, ça ressemble à ça, les Knicks New Look. Donc, je le répète, l'arrivée de Jalen Brunson, ça a été un gros atout, à mon avis, dans ce constat, mais j'aime aussi qu'on ait un Julius Randle qui soit mieux utilisé, qui joue moins pour lui, moins en ISO, moins perso en fait, tout simplement. Et que Thibodeau utilise mieux ses bonnes capacités de playmaker pour un joueur intérieur. Parce que oui, on a beau le critiquer, Julius Randle, pour un ailier fort, ça reste un mec qui a une bonne vision de jeu et qui, quand il veut partager la balle, arrive à vraiment trouver des bonnes solutions offensivement. Quand t'as un meneur qui dribble bien, qui joue vite et qui voit le jeu comme Jalen Brunson, et un point forward de qualité comme Julius Randle, qui arrive enfin, en tout cas comme il l'a pas fait depuis plus d'une saison, à jouer sur ses forces, eh bien on s'en rend compte très vite même. Il y a de bonnes opportunités qui peuvent être trouvées à New York. Et alors que je m'y attendais peu, vraiment, hein,
j'aurais pas misé très cher là-dessus, et bien on a une attaque des Knicks qui semble vraiment huilée pour le moment. Maintenant, de là à dire que les Knicks vont avoir une attaque élite toute la saison, il y a encore du chemin à parcourir, d'autant plus que ça m'étonnerait que Tibbs ait complètement changé sa philosophie de ce côté-là. Par contre, je me dis quand même qu'il y a une possibilité dans laquelle, à New York, ça continue à jouer vite, en tout cas bien plus qu'habituellement quand on voit la composition du 5 majeur, avec Brunson bien sûr, et la jeunesse de la seconde unit. Alors aujourd'hui, oui, New York, j'ai pas peur de le dire, présente une attaque qui est plutôt fluide, qui est très rapide, que ce soit sur demi-terrain ou en transition, et ça je me dis qu'avec un tel effectif et un Thibodeau qui semble plus ouvert, ça peut potentiellement durer cette saison, et ça ce serait un vrai changement je pense du côté de Big Apple. Alors si on fait le bilan pour les Knicks, vous êtes très pessimiste parce que vous êtes seulement 38% à penser qu'en fin de saison ils pourront faire partie des 15 meilleures attaques de la ligue. Vous pensez que ça va pas du tout durer, vous pensez que ce jeu-là, malgré le roster qui peut aller vite et qui joue de façon plus rapide en attaque, ça va pas aller dans ce sens. Apparemment pour l'instant, selon vous, c'est beaucoup de poudre aux yeux et le fait que pour l'instant c'est un petit peu la lune de miel avec Jalen Brunson qui provoque ce constat. Je peux l'entendre tout ça, d'autant plus que vos arguments je les entends. Vous pensez que Thibodeau, et ça aussi c'est vrai, c'est un des coachs qui est le plus figé en tout cas sur ses principes et qui va pas se réinventer à son âge. C'est vrai tout ça aussi. Mais je vous trouve pessimiste. Parce que même si Thibodeau va pas se réinventer complètement, ouais, il a aussi l'expérience potentiellement pour se montrer plus ouvert. Et comme je le disais, moi plus que Thibodeau qui se réinvente, c'est cet effectif-là. Les Knicks en fait, depuis que Thibodeau est là, ils ont pas eu de vrai meneur. Thibodeau, on le sait, il aime les meneurs rapides et explosifs comme il avait avec Derrick Rose à Chicago. Là, c'est pas tout à fait le même style avec Jalen Brunson, mais en tout cas, c'est un meneur scoreur qui peut aller vite. Ok, avec Derrick Rose à Chicago, il était pas dans le top 15 des meilleures attaques de la ligue, mais autour de lui, il avait quand même des joueurs qui étaient bien plus lents que ce qu'il a à New York aujourd'hui. Et je le répète, moi, les jeunes comme Quickley et Topin, à mon avis, ils accélèrent le jeu. Donc ok, vous y croyez pas, moi j'y crois plus que vous. Et à mon avis, ils ont un peu plus que 38% de chance, en tout cas plus que vos 38% de oui, de finir dans la première moitié. Je vais pas trop m'enflammer, je vais pas dire qu'ils vont finir top 5 ou top 10 des attaques, mais top 15 à mon avis, ça me semble possible pour ces Knicks. Donc ouais, là-dessus, moi je suis plus optimiste que vous. On fera le bilan en fin de saison. Donc maintenant, un constat qui est triste et que j'espère va pas durer. Mais pour l'instant, sur ce début de saison, c'est difficile d'avoir un autre constat. Donc j'espère que je me trompe dans cette conclusion hâtive et que vraiment c'est quelque chose qui est relatif au début de saison. Parce que oui, en tant que fan NBA, on a envie de voir les meilleurs joueurs tout le temps en bonne santé, le plus longtemps possible et le plus fréquemment possible. Sauf que là, on va pas le cacher, depuis le début de cette campagne, c'est très très dur pour Kawhi Leonard d'être sur le terrain régulièrement et ça inquiète. Pourtant, j'étais optimiste il y a encore quelques semaines, j'avais fait une vidéo à ce sujet en disant qu'il avait ce côté un peu surhomme, qui bossait beaucoup, qui avait l'air de s'être beaucoup musclé et qui à mon sens pouvait vraiment rester en bonne santé et faire une saison au moins à 60-65 matchs. Mais là, sur le début de saison, ça se voit, il a besoin de temps encore. Maintenant, je peux comprendre que les Clippers soient hyper précautionneux et que même que le joueur soit hyper précautionneux. Le gars, il a passé 16 mois sans jouer, il sort d'une rupture partielle des ligaments croisés, une des blessures, alors même si c'était partiel, ça reste une des blessures les plus dévastatrices dans le monde du basket. Et de plus, les Clippers, eux, ils s'en foutent de performer en début de saison. Et pour l'instant, heureusement qu'ils s'en foutent, vu le début de saison catastrophique qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils veulent, c'est le titre. Et le Kawhi en forme, ils le visent pour les playoffs, pas pour le début de la saison, évidemment. Mais quand même, moi, les choses m'inquiètent. Et est-ce qu'ils vont l'avoir, ce Kawhi en forme en fin de saison? Je sais pas. Pour l'instant, Leonard, depuis le début de la campagne, il a pu jouer que 2 petits matchs, et à chaque fois avec des minutes très 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 restreintes, très limitées, pas plus de 21 par rencontre. Et malgré ça, déjà, on voit qu'il galère à enchaîner les matchs, avec une présence qui est en pointillé aux entraînements, et un mystère qui est toujours très 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 important, ça c'est une habitude, autour de l'ailier et de sa santé. Donc apparemment, malgré le peu de fois où on l'a vu sur le terrain, ça lui a suffi pour voir son genou enflé, et pour lui faire ressentir des douleurs. Franchement, ça craint, c'est pas très bon signe tout ça. Et quand on sait en plus de ça que sur cette même jambe là, la jambe droite, il y a 5 ans, il a été gravement touché au tendon quadricipital, une autre des plus grosses blessures que l'on peut vivre en tant que basketteur, on se rend compte que son articulation est peut-être en plus mauvais état que ce que l'on aurait pu imaginer. Donc oui, même si je le disais, il a toujours ce côté un petit peu cyborg, en tout cas, on veut qu'il ait ce côté cyborg, Kawhi Leonard, que ce soit dans le physique ou dans l'attitude, finalement, il semble de plus en plus humain en tout cas, comme vous et moi. Et là, à 31 ans, pour lui, ça semble compliqué, en tout cas pour l'instant, de maintenir son articulation au top, et du coup, je pense qu'on peut se poser de vraies questions. J'ai aucun doute sur le fait que Kawhi, en parfaite santé, ça peut être un joueur exceptionnel, mais cette santé parfaite, est-ce qu'il va pouvoir la retrouver? Est-ce qu'il va pas trop perdre en explosivité? Et surtout, est-ce qu'il sera capable de rester sur le terrain plus de 30 minutes sur le long terme, en enchaînant les matchs, une fois que les playoffs seront venus? Aujourd'hui, on n'en sait rien.
Et même si évidemment les Clippers, je le répète, prennent leur temps, ce qui peut rassurer, on n'a pour le moment aucune certitude à ce sujet. Donc ça fait maintenant 6 ans que le Clown n'a pas connu une saison à 70 matchs ou plus, et là je le pense toujours pas capable de faire ça cette année en tout cas, et ce serait une grande surprise même de le voir sur le parquet plus de 65 matchs. Donc moi ça à la limite je m'en fous, les Clippers ont de la profondeur, et en saison, malgré ce mauvais début, ça devrait finir par faire le job. On l'a vu l'année dernière, cette équipe a du cœur, peut avoir une certaine alchimie, peut avoir de la cohésion, et en plus on le sait, quand on a Leonard et George sur le parquet, ces Clippers peuvent quasiment botter les fesses d'à peu près toute la ligue. Donc on espère vraiment que tout pourra aller bien pour Kawhi en fin de saison, et encore plus quand les playoffs arriveront. Mais ça, est-ce possible ou est-ce que c'est qu'un rêve de fan? Je veux pas en faire trop vite, je sais que c'est précipité, c'est le jeu aujourd'hui, mais quand on connaît l'historique de blessures de Kawhi, quand on connaît sa jambe droite apparemment qui est pas dans le meilleur état possible, quand on se rappelle des blessures importantes qu'il a déjà eues, qu'on voit qu'il a déjà 31 ans, alors 31 ans c'est à la fois peu, mais ça peut paraître important, en tout cas quand on a un tel historique et qu'on observe son début de saison inquiétant, l'imaginer revenir à 100% quand les matchs deviendront super importants et qui compteront vraiment, ça semble de plus en plus improbable, et je trouve ça triste quand même. Donc pour Kawhi Leonard, moi je pensais que j'étais très pessimiste, en tout cas c'était une prédiction pour laquelle je vous imaginais plus optimiste que moi, et en fait pas vraiment, parce que vous êtes 56% à ne plus vraiment y croire à ce qu'il puisse retrouver sa bonne santé. Vous pensez que même s'il peut revenir sur certains matchs, le load management c'est vrai, a été un petit peu créé avec lui, depuis le mystère de sa blessure des Spurs au tendon quadricipital, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, et que peut-être que la saison des Raptors était une exception en 2018-2019, c'est vrai que depuis il y a toujours un petit souci, en tout cas il a pas l'air capable de rester sur la durée, et de rester en bonne santé en tout cas sur la durée, et vous de toute façon un long run de playoff ça vous fait flipper, et vous le sentez pas du tout capable, en tout cas vous êtes 56% à penser qu'il sera pas du tout capable, en tout cas son corps ne sera pas capable d'enchaîner un long run de playoff et potentiellement de porter les Clippers vers le titre. Et ça c'est dommage, parce qu'on s'en rend compte que cette équipe a 100% de ses potentialités, avec un Kawhi qui serait à 100% et un Paul George qui retrouverait sa régularité, elle a un potentiel de ouf, et peut-être qu'elle pourrait faire partie des contenders, vraiment, il y a de quoi, mais pour ça il va falloir un Kawhi à fond, et ça vous êtes un petit peu comme moi, et moi qui me pensais pessimiste, vous y croyez, en tout cas vous êtes que 44% à croire qu'on va revoir un Kawhi énorme, en tout cas en santé suffisamment bonne pour faire les dingueries qu'il est capable de faire. Et franchement ça... j'ai le cœur serré de ça rend triste, mais peut-être qu'il faut se rendre à l'évidence, et si cette saison, effectivement, Kawhi montre qu'il peut pas rester en bonne santé, c'est peut-être un tournant dans sa carrière, et ça c'est encore plus triste, je me dis. Donc on va voir ce que ça dit, quoi qu'il en soit, moi je lui souhaite le meilleur, tellement c'est un bon joueur que j'adore voir jouer quand il est à son max. Donc mon cinquième constat pour aujourd'hui va concerner Utah, et s'il y a une équipe qui surprend depuis le début de la saison, alors que tout le monde l'imaginait tanker, on peut parler des Spurs bien sûr, on peut aussi parler des Blazers dans une moindre mesure, mais je trouve qu'on peut encore plus parler du Jazz. Bon, ça je sais pas si ça va durer à Utah, d'autant plus qu'il faut en être conscient, il pourrait encore y avoir des mouvements dans le roster d'ici février. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe totalement new look, qui a tout changé, de ses leaders jusqu'à ses couleurs, et là-dedans on a un mec qui s'éclate complètement dans ce dispositif, dans le dispositif de Will Hardy, c'est Lauri Markkanen. Pour moi, si on fait le bilan au bout de 2 semaines de compétition, il est clairement, en tout cas à mes yeux, le candidat favori pour terminer MIP s'il continue sur ce rythme, quoi. Aujourd'hui, il tourne à plus de 21 points par match, il est de loin le leader offensif de sa team, c'est le go-to guy, il y a beaucoup de choses qui passent par lui, et ce qui est clair, c'est que ce rôle, en fait, moi je trouve qu'il l'assume bien. Et en fait, ouais, le Finlandais, là, il est en train de montrer que oui, c'est un vrai joueur talentueux en NBA, alors que pendant pas mal de temps, on avait eu des doutes à son propos. Et pour moi, déjà, en fait, sa progression en tant que leader, on a clairement pu la noter lors du dernier Euro. Et là, elle est vraiment en train de se matérialiser sous nos yeux, aussi en NBA. Sa moyenne de points a quand même pris un gros plus 6, alors qu'en plus de ça, il est pas forcément à droit à 3 points. Ça, à mon avis, ça devrait pas durer. Imaginez, s'il se met à mettre ses 3 points en plus de ça, son nombre de points va encore step up. Ses rebonds aussi, on connaît une grosse progression. Et en plus de ça, on a une équipe du Jazz qui gagne beaucoup plus de matchs que prévu. Beaucoup plus de matchs que prévu, je pense qu'on peut le dire. Pour ça, merci qui? Merci Lauri Markkanen. Il y a eu des wins face à de potentiels contenders, ou au moins outsiders, comme les Nuggets, comme les Wolves, comme les Pelicans aussi, et le Jazz montre que dans son roster, il y a de la ressource, malgré les départs de Mitchell et de Gobert, et quand on voit que le grand Finlandais peut réaliser des perfs à plus de 30 points, tout en restant plutôt régulier, en plus de ça, ça fait kiffer.
Là, moi, je pense, en plus de ça, que plus la saison va avancer, on pourrait se dire que là, c'est la lune de miel aussi pour lui, que tout se passe bien parce qu'il vient d'arriver au Jazz et qu'il va vite retomber dans ses travers et dans ses standards. Mais moi, je pense qu'au contraire, plus il va s'adapter à son rôle et à ses coéquipiers, et plus il va être bon, et plus ce sera le cas, plus il sera à l'aise dans ce dispositif, et plus il va se mettre aussi à sanctionner de loin, ce qu'il fait pas actuellement. Et plus il fera ça, plus ses responsabilités seront accrues, plus ses stats vont être augmentées, et plus, à mon avis, il sera un candidat impressionnant pour le MIP. Donc ouais, non seulement jusque-là, pour l'instant, pour ce trophée, c'est mon favori, mais en plus de ça, c'est ce que j'expliquais, ça pourrait continuer, et même s'accentuer potentiellement. Pourtant, toute sa carrière, en tout cas depuis sa draft, on va pas le cacher, on a un intérieur qui a traîné derrière lui quand même une réputation de joueur très frustrant. On doutait pas vraiment de son talent, mais entre son irrégularité, son incapacité à rester en forme et à éviter les blessures, on restait quand même tout le temps sur notre faim concernant Markkanen. Il paraissait être un petit peu ce genre de gars qui était rempli de potentiel, mais qui était pas foutu de l'atteindre un jour. Pourtant, enfin voilà, c'est un mec qui est grand, qui est agile, qui peut shooter, mais la vérité, c'est que quand son shoot ne rentrait pas, jusque-là, c'était un mec qui disparaissait complètement, parce qu'il était beaucoup utilisé comme un floor spacer, comme un spot-up shooter. Et là, en fait, c'est vraiment l'inverse qu'on est en train de voir à Salt Lake City, une ville dans laquelle j'ai l'impression qu'il a trouvé une toute nouvelle maison. Là, en fait, malgré sa maladresse de loin, je le trouve agressif, plus que jamais, plein d'envie, et surtout, il est en train de montrer sa polyvalence offensive, en tout cas dans le scoring, mais aussi sa capacité à marquer près du cercle. Et ça, c'est assez nouveau, en fait. En tant que driver, en tant que cutter, en tant que rollman, je trouve que Markkanen trouve aujourd'hui tout plein de moyens de scorer, et ça non seulement c'est nouveau, mais c'est plutôt enthousiasmant. Il peut se créer son propre tir de plus en plus fréquemment, et c'est plus juste ce mec qui attendait derrière les lignes à 3 points comme il l'avait été notamment à Chicago, et même un petit peu à Cleveland, même si c'était moins le cas quand même. Aujourd'hui il a l'air plus costaud, plus à l'aise, et non seulement il drive beaucoup plus en accédant au cercle avec pas mal de facilité, mais en plus il s'affiche de plus en plus comme la pièce centrale du dispositif de Will Hardy à Utah. Donc bien sûr après, je vais pas non plus trop m'enflammer, il a toujours des limites ce Lauri Markkanen, que ce soit dans le playmaking et dans la défense, mais peu importe, je me dis que c'est des critères qui ont pas forcément beaucoup de valeur pour le trophée de MIP, et ce trophée, à mon avis, il peut être celui qui en fin de saison a le plus de chances d'aller le chercher, malgré la concurrence qu'il va y avoir. Je trouve que déjà, en tout cas sur les 2 premières semaines de compétition, on a un Lauri Markkanen qui se place très bien. Alors pour Markkanen, vous êtes plutôt optimiste, en tout cas vous me rejoignez dans cette conclusion, en tout cas vous pensez qu'elle peut perdurer et qu'il va finir MIP, parce que vous êtes 74% à penser que oui, Markkanen va finir MIP en fin de saison. Et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas moi je trouve qu'il écrase la concurrence. Ceux qui pensent que il a aucune chance de finir MIP, en tout cas les 26% qui ont voté non, vous me l'avez dit, vous avez peur qu'il soit transféré en cours de saison. Ça pour moi j'y crois pas, à mon avis Ainge y compte sur lui, et clairement s'il y a des pièces qui doivent sauter à Utah, ce sera plus du côté de Mike Conley qu'il faudra aller voir, et potentiellement des autres joueurs, mais pas du côté de Lauri Markkanen. En tout cas moi je crois pas. Vous dites que si du côté de Utah on veut tanker, et si ça gagne trop avec Markkanen, il sera transféré. Moi ça je pense pas. Dans le pire des cas, effectivement, comme je l'ai lu dans le chat, peut-être qu'on lui inventera une fausse blessure, une blessure diplomatique du côté du Jazz, comme on l'a fait de temps en temps. Ok, ici avec Shai Gilgeous-Alexander, on sait qu'ils sont bons là-dessus, et ça c'est peut-être le seul truc qui pourrait l'empêcher de terminer MIP, mais pour l'instant je trouve qu'on n'en est pas là. Est-ce que Utah va continuer à performer comme ça toute la saison? Moi j'en suis pas vraiment sûr, même si on le voit, Ainge depuis le début de sa carrière de GM a vraiment du mal à assembler une équipe qui ne gagne pas et qui ne tanque pas, mais quand même Markkanen, en tout cas pour moi aujourd'hui, il est le favori pour être MIP. Vous êtes 74% à penser ça, comme quoi c'est un constat qui a priori, en tout cas selon les 3/4 d'entre vous, va perdurer dans cette saison. On finit en beauté avec un joueur qui, je sais, est beaucoup apprécié, mais qui a aussi ses haters, je le vois déjà dans le chat, et sur lequel, au vu de son talent, il y a évidemment beaucoup d'attentes. Luka Doncic, le petit phénomène des Mavericks. Et pour le moment, ce qui est sûr, c'est que depuis le début de la saison, Dallas peine un petit peu, et le départ de Brunson, comme on en avait déjà parlé dans d'anciens lives, se montre assez difficile à compenser. Cependant, ce qu'il faut remarquer, c'est que tout ça donne encore plus de responsabilités individuelles aux Slovènes. Et si vous l'avez vu jouer cette saison, vous êtes sûrement en train de vous rendre compte que responsabilisé comme il est en train, en tout cas au niveau statistique et individuel, de littéralement exploser tous ses standards. Déjà pour le moment, il tourne à plus de 36 points par match, il est easy le meilleur scoreur de la NBA, franchement il commence déjà à avoir pas mal d'avance, et ça déjà c'est un gros step-up parce que jusque là il a jamais fini meilleur scoreur de la NBA. Et en vrai, ça m'étonnerait pas qu'il gagne ce trophée, alors qu'il apporte pas
pas grand chose, mais qui est quand même honorifique dans une carrière, d'ici la fin de la saison. Sauf que ça, dire qu'il va finir meilleur marqueur de la NBA, pour moi, c'est déjà une conclusion hâtive, mais c'est peut-être pas assez mouillé, c'est déjà très cool, mais à mon sens, ça suffira pas pour faire ce que j'appelle une saison all-time. Et là, pour faire simple, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que depuis Wilt Chamberlain, le seul joueur de l'histoire à avoir dépassé les 37 points par match sur une saison, c'est le Michael Jordan de 1987. Et en fait, mis à part lui, toujours depuis Wilt, le seul à avoir dépassé les 36, c'est le James Harden de 2019. Celui qui vient après ces deux cracks du scoring, c'est le Kobe Bryant de 2006 qui lui avait une moyenne de 36,4. Donc maintenant, dire que Luka dépassera les 37 points et finira devant Harden et le seul depuis Wilt à faire ça, je pense que c'est peut-être un petit peu trop hâtif et précipité, même s'il en est capable, hein, mais ça j'en suis pas sûr. Par contre, je pense que atteindre les 35 et rejoindre Kobe, Harden et Michael Jordan, mais ça peut être atteignable hein, sur une saison vu le contexte. Et déjà, ça lui permettrait de réaliser une saison all-time, au moins au scoring. Mais ce qui est encore plus fou, je trouve, c'est que si on prend le Kobe de 2006, le MJ de 1987 ou le Harden de 2019, jamais un de ces joueurs n'a été aussi complet dans ses statistiques que ce que l'est Luka Doncic. Pour le moment, il tourne en plus de ça, en plus de ses points en tout cas, à près de 9 points et 9 passes de moyenne, et aucun des scoreurs que j'ai cités précédemment n'a fait aussi bien dans leur saison record. En vrai, ils étaient à 3 voire 4 unités en dessous de ce que fait Luka actuellement dans ces secteurs, et je trouve que la différence est complètement dingue. Là, le mec, clairement, d'un point de vue statistique, il commence sa saison sur les chapeaux de roue, et dans l'histoire, à part le Westbrook de 2017, qui avait fini MVP, je le rappelle, jamais personne n'avait compilé plus de 100 points, 25 rebonds et 20 passes lors de ses 3 premières rencontres. Ça montre encore à quel point, en plus d'être un énorme scoreur, Luka est polyvalent, sachant qu'en plus de ça, je pense qu'il fera sans trop de soucis mieux que Russell Westbrook en 2017 au scoring, qui lui tournait à un petit peu moins de 32 unités par match de mémoire. Donc ça déjà c'est très fort, mais à mon avis cette moyenne de 32, 33, 34 points, voire 35, elle est atteignable. Et ce qui est sûr c'est qu'on a un Luka qui nous a déjà lâché des zinzineries à plus de 40 pions, 2 fois déjà, tout en jouant avec une régularité de fou furieux, parce qu'il est jamais passé sous les 32. Et ça, en 5-6 matchs, c'est assez fou, Donc ok, pour le moment, le voir faire ses stats, ça suffit pas pour garantir la win à Dallas d'un point de vue collectif, et l'éternel débat revient sans cesse. Est-ce que Luka est trop mal entouré, ou est-ce que vraiment il est impossible à entourer? Et ça, pour moi, il y a des arguments qui vont des deux côtés. J'en avais déjà pas mal parlé dans d'anciennes vidéos. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'on a un Doncic qui marque plus d'un quart des points de son équipe actuellement, qui fait quasiment la moitié des passes décisives, qui chope aussi près d'un quart des rebonds, et tout ça c'est juste complètement zinzin. À lui tout seul, points et passes confondus, il est à l'origine de plus de 50% des points des Mavericks, et quand on parle de Luka dépendance, je pense que c'est même encore plus que ça quoi du côté de Dallas. Quand on voit l'effectif des Mavs, au final, c'est pas si surprenant, et je pense que ce genre de stats pourrait continuer à être produite, hein. C'est pour ça que j'y crois potentiellement au fait que statistiquement il fasse une saison all-time, d'autant plus tant que Christian Wood sortira du banc à mon sens. Peut-être que si Christian Wood est mi-titulaire, on en parle de plus en plus, il prendra quelques possessions à Luka. Mais pour le moment, avec Wood sur le banc, ça laisse vraiment quartier libre à Doncic pour faire ce qu'il fait sur un terrain d'un point de vue statistique. Luka, clairement, il a un côté vraiment indéfendable, il est de loin le joueur le plus utilisé de la ligue, balle en main, et rien que ça peut lui permettre de livrer des statistiques exceptionnelles. Bon, je sais pas si ça peut lui garantir d'office le trophée de MVP, pour moi, à mon avis, il faudra qu'il gagne plus en tout cas, s'il veut prétendre à ce trophée. Cependant, clairement, d'un point de vue statistique, on a un Slovène qui cette saison peut passer tout plein de marques historiques, hein, battre tout plein de records, réaliser une espèce d'exercice légendaire dont on se rappellera longtemps, et voilà, pour l'instant en tout cas il en prend le chemin. Maintenant bien sûr c'est une conclusion hâtive évidemment, c'est le cas, de toute façon c'est ce qu'on fait aujourd'hui, rien ne dit qu'il continuera sur ce tempo qui est impressionnant, lui qui on sait en plus parfois connaît des soucis avec sa condition physique, de plus si ça lui permet de gagner aussi, et que enfin à Dallas on lui trouve un lieutenant digne de ce nom, peut-être que son impact statistique baissera, mais pour l'instant je crois que chez les Mavs on n'en est pas là pour l'instant. Quoi qu'il en soit, voilà, moi ce que je retiens c'est que Doncic a commencé sa saison tambour battant, ses responsabilités chez les Mavs sont gigantesques et devraient continuer à être gigantesques tout au long de cette campagne, et en vrai, sans vouloir en faire trop, moi je pense qu'il y a plein de voyants qui sont actuellement au vert pour que au moins individuellement Doncic puisse réaliser une saison all-time d'un point de vue individuel et statistique. Alors pour Luka, ça a fait des débats, hein, ça je l'ai vu dans le chat. Vous êtes 62% à penser que statistiquement, parce qu'on parlait vraiment de individuellement et statistiquement, en tout cas c'est ce que je voulais dire quand je parlais de saison all-time, hein. Je parlais pas de collectivement, et je parlais pas non plus forcément dans l'efficacité, moi je parlais vraiment d'une saison dont on se remémorera d'un point de vue statistique, c'est-à-dire à plus de 32-33 points, enfin
vraiment quelque chose de fou au scoring, peut-être même au-dessus de 35, tout en ayant des stats au point et au pass et au rebond qui seront exceptionnels. Et ça, vous êtes seulement 62% à penser que ça va continuer sur ce rythme, ou en tout cas qui va faire des grosses stats all-time d'ici la fin de la saison, donc plus de la moitié, 62% vous y croyez, mais vous êtes quand même 38% à avoir plus de doutes en disant que non, il va forcément largement baisser en rythme, dans la mesure où sa condition physique est pas au top. Ça, moi je peux comprendre ce que vous dites, mais dans la mesure où là, il arrive en bonne condition physique, s'il se blesse pas, moi ça se voit tous les ans, généralement sa condition physique ne fait que s'améliorer avec le temps quand il joue là en saison. Donc à moins qu'il y ait une blessure et qu'il lui faille du temps ensuite pour retrouver sa condition physique, pour moi c'est pas un vrai doute. Par contre, là où je peux vous rejoindre, c'est effectivement, peut-être que là en ce moment il est surutilisé, peut-être qu'il va se cramer aussi physiquement, peut-être qu'il pourra pas tenir, même s'il est encore très jeune, ce rythme en tout cas en termes de minutes et d'usage pendant toute la saison, peut-être qu'il va se péter, je lui souhaite pas, peut-être que Kidd l'utilisera un petit peu moins, mais ça j'en suis pas sûr, tellement Kidd a l'air de vouloir le surutiliser et tellement Luka veut être sur le terrain, donc ça c'est peut-être les doutes qu'on pourrait avoir, quoi qu'il en soit, il a l'air bien parti pour faire une saison all-time, d'un point de vue statistique et d'un point de vue individuel, et quand je vois que vous êtes 62% à y croire, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que cette conclusion hâtive puisse perdurer dans le temps. Là aussi, on fera le bilan en fin de saison pour voir si ça a été le cas ou pas. Épilogue. Si on fait le bilan de ce live, bien sûr, je le rappelle, c'était le jeu aujourd'hui, ce sont surtout des constats très précipités et des conclusions hâtives. C'est ce que vraiment j'avais décidé de faire, et c'est le concept. Et tout ça, c'est réalisé sur seulement 2 petites semaines de compétition, et vraiment, là, je le répète, je l'avais dit en début de live, la vérité du début de saison n'est souvent pas celle de la fin, et à chaque fois, il y a de l'eau qui coule sous les ponts, et on voit bien souvent que nos conclusions hâtives ne se vérifient pas. Cependant, comme je disais aussi, j'ai essayé de vous livrer 6 prédictions, en tout cas, ou les 6 que j'imaginais, qui me semblaient, en tout cas parmi les constats que j'avais réalisés jusque-là, les plus probables pour perdurer. Il y en a certaines auxquelles vous croyez, certaines auxquelles vous croyez pas, on fera le bilan. En tout cas, à chaque fois, j'ai essayé de vous donner mes arguments pour vous montrer à quel point certains voyants pouvaient encourager ça et donner une cote qui pouvait potentiellement être intéressante pour que ça perdure. Et ici, ce qu'on voit, c'est que la prédiction à laquelle vous croyez le moins, seulement 38% d'entre vous y croient, c'est que les Knicks se mettent enfin à jouer vite. Pour l'instant, ils jouent vite, c'est clair, mais tout à l'heure on en a parlé, j'ai expliqué pourquoi, et en tout cas vous expliquez pourquoi vous y croyez peu. Vous êtes que 38% à penser que ça peut durer, et 38% à penser qu'ils peuvent finir dans la première moitié, en tout cas dans le top 15 des meilleures attaques de la ligue. Donc on verra, moi j'y crois un peu plus que vous, mais ça en tout cas c'est pas votre cas. Ensuite vient Chris Paul. Pour vous, vous êtes encore 41% à penser que non, en fin de saison il sera plus un top 25 player de la ligue, donc ça veut dire que vous êtes 59% à penser qu'il va vraiment rebondir, à dire que c'est pas grave s'il marque peu, mais il va falloir quand même qu'il marque plus, mais 59% à dire qu'il va monter en puissance tout au long de la saison. C'est ce que je lui souhaite. En tout cas, vous pensez que cette prédiction va pas durer, c'est une des 2 seules avec celle des Knicks auquel vous êtes moins de 50% à valider, donc effectivement moi je souhaite qu'elle perdure pas cette prédiction, mais je crois que sur ce côté là je suis un petit peu plus pessimiste que vous. Vient ensuite Kawhi Leonard, et celle-là aussi elle est pas ouf, on en a déjà parlé, elle me fend le cœur celle-là, et celle-là en plus de ça vous êtes plus de 50% à penser que ça y est, on verra plus un Kawhi Leonard rester en bonne santé. C'est triste, je vais pas en faire des tonnes, on a déjà bien débriefé tout ça tout à l'heure, voilà, moi j'espère que finalement c'est les 44% qui ont voté que oui on le reverra à 100% qui ont raison, mais malheureusement effectivement il y a pas mal d'éléments qui laissent penser que ça va être de plus en plus improbable de le revoir à 100%. Vient ensuite Luka Doncic qui effectivement en ce moment est sur un rythme effréné et semble bien parti pour faire une saison all-time. Vous êtes 62%, on vient de le dire, à penser qu'il va continuer, 38% donc qui pensent que ce ne sera pas le cas. On verra ce que ça dit. Moi je pense qu'en tout cas vu la composition de l'effectif des Mavs, il va continuer à être responsabilisé. Maintenant, est-ce que le physique tiendra? C'est sûr que tous ces mecs qui ont fait des saisons all-time statistiquement, quand on prend des Harden, des Westbrook, des Kobe, des Michael Jordan, des Wilt Chamberlain, eux ils étaient tous au top physiquement. Peut-être que pour faire une saison all-time comme ça, Luka va devoir avoir un physique aussi qui perdure aussi bien que ceux des joueurs que je viens de citer, et pour l'instant je comprends qu'on puisse avoir plus de doutes, mais 62% quand même qui valide ça. Vient ensuite Lauri Markkanen qui commence tellement bien que vous y croyez fort. 74% d'entre vous pensent qu'il va finir MIP. Tout va dépendre de comment Utah continue à l'utiliser, d'autant plus s'il continue à gagner le Jazz et que ça se met à tanker. Ça pour moi c'est la grosse interrogation le concernant. Et enfin la prédiction, et en tout cas le constat auquel vous le croyez le plus, c'est que Paolo Banchero
Banchero et le meilleur rookie depuis Ja Morant, parce qu'effectivement il commence très fort, et même s'il y a de belles surprises, pour le moment à mon avis c'est le candidat numéro 1 pour être Rookie of the Year, peut-être le meilleur rookie de ces 3 dernières années, en tout cas c'est ce que je pense, et vous êtes 80% à me rejoindre là-dedans, ça deviendra le meilleur joueur en tout cas depuis cette cuvée, Zion Williamson, Ja Morant, et ça on a hâte de voir ça. En tout cas quoi qu'il arrive, vous avez été nombreux à voter sur ce live, ça fait plaisir, ça donne des résultats qui sont très intéressants, et maintenant il n'y a plus qu'à observer cette saison, avec le League Pass et avec mon lien si vous voulez, pour voir comment tout ça va se vérifier ou non, et on a tous hâte de voir ça, en tout cas moi j'ai hâte. Voilà pour ce qui est de mes conclusions hâtives et pour leur potentiel de perdurer ou pas, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Et parmi ces 6 conclusions, pour vous, quelle est celle qui a le plus de chances de perdurer et quelle est celle qui a le moins de chances de perdurer? Est-ce que vous êtes d'accord avec la commu ou non? Dites-moi tout ça dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de connaître vos tendances. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir, que ce soit sur Twitch ou sur Tipeee, vous êtes le sang. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, n'hésitez plus, toutes les infos seront dans la description. Merci d'avance, à très vite.